J'ai été une semaine sans consommer, puis ça m'a fait du bien. Puis je vais essayer une deuxième semaine. J'ai fait 2 semaines, parce que j'ai fait 3 semaines, et rendu au mois, je suis sorti, puis je me suis dit, bon, ça fait un mois, je suis allé dans mon bar qui s'appelait La Turlutte. J'ai demandé une grosse au Saguenay, au la grosse. Une grosse Molson. Ça, je m'en dis une grosse molle. Ouais, une grosse molle, exactement. Grosse Molson. Là, j'ai versé ma Molson là-dedans, puis je l'ai regardé toute la soirée. Puis des fois, je me trempais les lèvres, puis je me disais, hey, j'ai un mois de fête, là, tu sais. Si je la prends, il faudrait que je reparte à zéro. Puis je l'ai pas prise, cette bière-là. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reçois un homme que vous connaissez bien, je pense. Ça fait longtemps qu'il fait de la radio, il a fait de la télé. Et maintenant, il vient nous rejoindre dans le milieu des podcasters, donc ceux qui animent des balados, des podcasts. J'ai envie de dire que c'est un homme émotif. C'est un homme qui a passé par-dessus quand même des défis importants dans sa vie. C'est un homme que je suis sûre qu'il va nous parler de son amoureuse parce qu'on le sent heureux, on le sent en amour et ça, on aime ça. Je vous le présente tout de suite, c'est Denis Lévesque. Bienvenue, Denis. Allô, allô? Denis, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'amoureux chez toi. Amoureux? Ben, quand t'es avec Pascal... Ouais, les gens nous disent ça, qu'on a l'air... Ouais. En fait, on avait l'air en amour avant d'être en amour. C'est-à-dire que quand elle a commencé à collaborer à mon émission, je recevais des courriels, puis les gens disaient « Êtes-vous ensemble? » ou « Allez-vous être ensemble? » Parce qu'il se passait quelque chose. Puis, tu sais, la caricature de Marc Labrèche, là, qui nous voit très sexuel, là, il a commencé à caricaturer une journée de Saint-Valentin, là. Et puis, c'était plein d'allusions sexuelles. Je pense que ça vient du fait que ça se voyait à la télé, là, tu sais, qu'il y avait cette attirance-là. Puis pendant 1 an, on le savait, là, tu sais, on jouait au chat et à la souris, mais elle venait de se séparer, puis moi aussi. Donc, on n'était pas très disponibles. En fait, on voulait reconstruire nos vies, donc. Mais à la fin de la saison, je savais qu'il se passait quelque chose, puis je pense qu'elle le savait aussi. Puis j'ai dit, si je n'avance pas mon pion d'une case, peut-être qu'au retour, elle aura un chum, ou peut-être que je rencontrerai quelqu'un cet été. Alors, je l'ai invité à souper, et puis ça a été comme ça, je veux dire, 3 jours après, c'était fait, là. Je veux dire... Mais on n'avait pas fait l'amour avant 1 mois. On était tellement sûrs qu'on était en amour que j'ai dit, après quelques jours, j'ai dit, écoute, moi, j'aimerais ça, je me sens comme un ado. J'avais 50, 51, 52 ans, 51. Puis on pourrait tirer un peu nos fréquentations juste pour goûter, là, tu sais, chaque jour de la progression du feeling. Puis on a fait ça 1 mois avant de partir en voyage. Puis on est partis en voyage ensemble en Europe. Et là, ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? Là, on a parlé de ça la semaine dernière, puis on n'était pas sûr, mais ça va faire 15 ans au mois de mai. OK, quand même, hein? Ouais. Ça passe vite, on dirait, 15 ans, puis on a vu cet amour-là grandir. Et tu es toujours amoureux? Ah oui, plus que Qu'est-ce qu'elle t'apporte, Pascal? Ben, en fait, on est similaires et différents en même temps. Sur plein de points, on pense qu'on a les mêmes réflexes. Elle est très humaine, très maternelle et très... je cherche ça en français, le mot pour carry. Quelqu'un elle prend soin. Oui, elle prend soin des gens. Puis moi, mon monde, c'est comme ça aussi. Mes enfants, mon monde, tu sais, je suis attaché à ça. Et pour moi, il faut que les gens soient bien autour de moi. Et ça, on est pareil. Mais on est différents sur plein de choses, sur notre façon juste de vivre les jours. Elle est une lève-tôt, moi, je suis un couche-tard. Donc, tu sais, je me lève plus tard qu'elle. Tu sais, la façon des fois, de faire face aux obstacles. Elle va faire comme si de rien n'était. Elle regarde pas, puis elle fait que... tu sais, on passe au travers, alors que moi, je fonce dedans, la tête baissée. Alors, tu sais, il y a des grandes similarités, mais il y a des grandes différences en même temps. Puis je pense que c'est ça qui cimente nos 2 âmes. Tantôt, je disais que tu étais devenu un podcaster. Ouais. Donc, tu as ton on dit balado podcast, mais enfin, entre dans le milieu, parce que
c'est quand même un univers qui est différent de Ouais. celui qu'on a connu. Toi, tu as connu encore plus longtemps que moi, celui de la télé. Comment tu trouves ça présentement, avoir ton podcast qui s'appelle Le Show? Oui, Denis Lévesque, Le Show. J'ai appelé ça Le Show parce que, justement, dans le podcast, il y avait un peu la dimension de ce qu'on est en train de faire, là, tu sais, toujours intime. Là. Oui. Puis en disant Le Show, des fois, j'ai 3, 4, 5 personnes. Et, tu sais, c'était pour dire aux gens, écoutez, ça va ressembler aussi quand même à ce que je faisais à la télévision. Ce ne sera pas juste du one-on-one tout le temps. C'est pour ça qu'on a appelé ça Le Show. Au début, ça devait s'appeler le podcast, après ça, le balado. Puis finalement, on est arrivé au show. Et, mais ce qui est différent par rapport à ce que j'ai fait, moi, j'ai fait de la radio en 1976. Ça te donne une idée comment c'est différent. On avait des grosses cassettes pour mettre de la pub, puis des disques en vinyle pour mettre de la musique. Et aujourd'hui, on est dans les pitons, puis tu sais, tout est virtuel. En fait, t'as même plus de disques, plus rien. Et ce qui est différent, c'est dans la compression du temps. Le temps n'est pas le même quand on est en podcast. On n'a pas personne dans l'oreille ou devant qui nous fait des simagrées ou nous dit des choses pour arrêter de parler. Donc, le temps est beaucoup plus secondaire, dans le sens où c'est pas... Tu sais, il y a des entrevues, des gens disent « Oui, mais tu coupes la parole. » Écoute, la parole, il me reste 3 minutes, puis j'ai 4 sujets à faire, puis la pub s'en vient. Je peux pas couper la parole. Tandis qu'un podcast, ben, tu laisses aller les choses. Écoute, j'ai fait une entrevue avec 2 politiciens jusqu'à maintenant. J'en ai la semaine prochaine là, de Québec solidaire. J'ai fait Éric Duhem des conservateurs et Paul Saint-Pierre Plamondon du PQ. Puis c'est drôle, parce que je me suis rendu compte que c'était la première fois que je faisais une entrevue sans couper un politicien. Parce qu'un politicien, si tu le laisses aller, il parle. Ça finit plus. Ben, tu le sais, toi, t'étais avec un politicien. Je connais ça. Parce que plus il meuble son temps, moins il y a de questions tannantes. Là. Mais quand tu es à la télévision, tu sais, ou à la radio, quand je suis à la radio, c'est encore plus comprimé. Tu apprends à sauter dans la respiration du gars, tu sais, là, ou de la femme. Oui, absolument. Là, alors, la personne parle, là, tu rentres, là. Mais là, je laissais aller. Puis je trouvais ça drôle parce qu'il fallait me serrer les orteils. Vraiment, littéralement. Est-ce que ton réflexe aurait été de... Mon réflexe, c'est de dire, hey! On change de bord. Ouais, c'est ça. Mais là, j'ai laissé parler, puis ça donne une autre texture, tu sais, ça fait plus confidence, plus friendly, puis je trouvais ça le fun parce que c'est différent de ce que je faisais avant. Ça me permet d'aller ailleurs. Tu sais, j'ai prouvé que je suis capable de faire bing-bang avec tout le monde, mais là aller ailleurs, puis les écouter, puis les amener... Tu sais, Paul Saint-Pierre Plamondon a fait une belle déclaration sur ses intentions, sur comment il serait prêt à laisser tomber la job de premier ministre, comme Parizeau a fait s'il ne fait pas l'indépendance. Mais tu sais, c'était senti, c'était du cœur. Mais tu sais, si on est en train de... On fait le même match que je faisais avant, bing-bang, bing-bang, il ne fera pas ça, il ne dira pas ça de cette façon-là. Donc, il l'a dit comme ça parce qu'on avait instauré une atmosphère. Mais tu as fait plus qu'une heure avec lui. Oui, c'est ça. Puis tu n'as pas dû en faire tant que ça, des entrevues plus qu'une heure. Non, parce que quand je faisais 1 heure, en fait, avec la pub, je faisais 44 minutes. C'est ça. Puis tu sais, des fois, pas des fois, tout le temps, la pub, elle arrive, là, tu sais, puis on dit 4, 3, tu sais comment ça fonctionnait. Alors, tu veux pas, tu es toujours en train de pousser tout le temps, à cause de la pub, puis à cause de le but de l'exercice. Le but de l'exercice à la télévision, c'est de faire sortir l'idée alors que... ou faire défendre la personne qui est devant elle, son idée, et qui est devant toi. Mais là, dans le podcast, c'est plus... Élabore-moi, explique-moi ton idée... Puis si j'ai un bémol à la fin, moi te le dire, oui, mais quand même. Et ça change complètement la texture. Fait que t'es bien dans cette zone-là. Oui. Ben, c'est parce que j'ai 66 ans. Wikipédia, ils écrivent 65. Je n'ai jamais corrigé parce que ça me donnait un an plus jeune. C'est important à la télé, tu sais, d'avoir... Tu sais comment ça marche. Je t'ai entendu parler en entrevue. Tu veux pas trop avoir l'air vieux parce que les vieux, on n'aime pas ça en télévision. Fait que donc, moi, c'était écrit 1 an plus jeune, je le corrigeais pas. Puis comme j'ai l'air un peu plus jeune que mon âge, ben, tu sais, les gens se demandaient, es-tu mûr pour la retraite ou pas? Tu sais, c'était plus dans l'air que réel. Et donc, à mon âge, j'ai plus le goût de m'amuser à faire ce que je fais pas ça pour gagner ma vie. Ma retraite est planifiée. Je pourrais rester chez nous. En fait, actuellement, ça me coûte de l'argent pour travailler. Donc, ça me coûte de l'argent pour avoir du fun. C'est comme... Je sais pas. C'est comme un hobby. Pierre Bruno est parti en croisière quand il a arrêté. Moi, j'ai parti ça et ça me coûte à peu près le prix d'une croisière. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on choisit l'emploi du temps qu'on veut avoir à partir du moment où on ne travaille plus.
Et moi, j'ai choisi cet emploi-là parce que ça me stimule encore. J'aime ça avoir des invités. Comme c'est la rencontre avec l'autre. Exact. C'est un privilège extraordinaire. Tu sais, tu rencontres du monde, puis ils t'accordent 1 heure et demie de leur vie, puis ils te racontent des choses qu'ils raconteraient peut-être pas à quelqu'un d'autre parce qu'on est dans les circonstances qui sont propices à la confidence. Et donc, moi, je vois vraiment ça comme un privilège. Et j'aurais pu, parce que j'avais des offres de faire des documentaires, des choses du genre, là. Ben, t'en as fait quelques documentaires. Ouais. Moi, j'en ai fait un sur Jean Lapierre, puis j'en ai fait après ça les 25 ans de LCN. On a fait 25 entrevues sur différentes thématiques qui avaient marqué les 25 ans de LCN. Puis j'ai moins pris mon pied qu'à faire des entrevues. Parce que j'ai fait des longues entrevues pour ça. Tu sais, par exemple, je pense qu'avec Gaétan Barrette, on a fait 1 heure et 3/4, genre d'affaires-là. Mais tu sais, sauf que l'acte d'entrevue, tu le voyais pas, c'est tout monté. Quand c'est tout remonté, c'est pas ça qui a été ça, tu comprends? Non, mais je comprends, puis c'est beaucoup de temps faire ce genre d'entrevue-là. Tu as des déplacements, mais c'est ça, c'est qu'on garde pas tout, il y a du montage, alors que toi, t'aimes le direct. Oui, puis t'aimes le moment présent. Je trouvais ça frustrant parce que je trouve, comme téléspectateur, moi, là, ça m'intéresse de voir la chimie qu'il y a entre un intervieweur et un interviewé. Ça m'intéresse de voir que, je sais pas, Larry King, là, il était bien bodé avec Bill Clinton. Puis ça, ben, t'aurais eu des petits clips, on l'aurait pas senti, mais comme il y avait des échanges, puis c'était in extenso, puis c'était live, tu le voyais, puis l'art de l'entrevue, c'est aussi créer cette atmosphère-là, puis donc tu le sens pas. Moi, je trouvais ça moins satisfaisant. C'est comme si j'avais continué à faire des meubles que j'ai fait toute ma vie, puis j'étais un menuisier, puis j'étais bien fier de mes meubles. Mais maintenant, on me disait, regarde, les gens, là, ils verront plus comment tu construis tes meubles. Ben là, j'ai un orgueil, moi, j'aime ça. Je veux qu'ils sachent comment je construis mes meubles. Là. Je les trouve beaux, tu comprends? Ben oui, mais tu l'as dit, l'entrevue, c'est un art. Exactement. C'est un art, puis c'est vrai qu'on a envie de voir l'artiste à l'œuvre. Ouais. Est-ce que tu es prêt à ouvrir ton jeu, Allons-y Denis donc. Lévesque? Allons-y. Alors, les questions vertes, Denis, c'est des questions générales, mais ça veut pas dire qu'elles sont pas profondes. Okay. Tu vas voir, tu vas comprendre quand je vais te les lire. Les questions jaunes sont plus personnelles. Les questions rouges, c'est des questions, ben la couleur indique que des fois, c'est des questions qui sont un petit peu plus délicates. Questions mauves, c'est des questions hypothétiques. Okay. Si tu acceptes de répondre aux questions mauves, tu as le droit de me poser une question, mais pas sur ma vie de couple, parce que tout le monde me pose des questions là-dessus. Fait que là, je suis en train de mettre un... Parce que là, il faudrait quasiment que je m'invente une vie pour... même moi, je me crois plus quand je parle. Je me dis, on dirait, je pars une cassette. Fait que là, je le dis aux invités. Donc, tu peux aller dans n'importe quelle sphère. J'ai toujours une carte le fun pour la fin et un joker. Si tu trouves que ça va trop loin dans les sous-questions, tu peux décider. Ça te protège. Chez moi, ça me permet d'aller où je veux. Puis toi, ça te permet de dire, OK, ben là, pour cette question-là, on va s'arrêter. Alors, tu commences. Est-ce que tu as déjà fait tirer aux cartes ou quelque chose comme ça? Plus jeune, il y avait quelqu'un, un ami de la famille, c'était une madame qui tirait les cartes. Je croyais pas trop là-dedans, mais je me souviens de l'avoir fait. Et sa fille faisait ça aussi à la polyvalente. Donc, à la polyvalente, je pense que c'est le vendredi soir, tu sais, quand c'était la fin des cours, là, à 3 heures, la dernière récréation, elle tirait tout le monde, puis ça m'arrivait, ouais. Alors, c'est un petit peu comme ça, mais là, c'est toi qui réponds. C'est le fun. Tu m'en donnes 4. T'en piges 4. 4? De celle-là, ouais. 1. Merci. 2. 3, 4. Je vais te les lire. OK. Tu vas en choisir une et après ça, je vais en choisir une. OK. Comment réagis-tu à l'autorité? Quelle rencontre a fait une différence dans ta vie? De quoi es-tu le plus fier? Quelle est ta définition du mot famille? Ah, c'est beau, ça. Moi, j'aime le dernier. La définition du mot famille? Ouais. C'est quoi ta définition? Ben pour moi, c'est le centre de la vie. Tu vois, on vient de s'acheter. Jamais j'aurais pensé. On avait une résidence secondaire à Saint-Sauveur. Puis, à Montréal, j'avais une résidence. Et le plan de retraite, c'était on va vendre à Montréal, puis on va aller rester à Saint-Sauveur. Le plan de retraite, c'est que je travaille. Donc, j'ai gardé celle de Montréal en attendant. Et au lieu de rester à Saint-Sauveur, on est tombé en amour avec une maison en Estrie. Contre toute attente. Pendant la pandémie, on va dans un auberge parce qu'il n'y a rien à faire pendant la pandémie, mais ils acceptent d'avoir quelques clients. Donc, on va là quelques jours, puis on se promène, puis on voit une maison, puis on tombe en amour avec la maison, littéralement. Mais en fait, c'est pas arrivé comme ça. Je suis arrivé, moi, j'ai vu la maison, je savais que c'était comme les maisons que Pascal elle adore. Quand on va aux États-Unis, là, elle voit ce genre, tu sais, coloniale américaine. Ouais. Puis elle tombe en amour avec la maison. C'est-à-dire que moi, je tombe en amour avec la maison.
Puis je sais que si je lui montre, c'est dangereux. Parce qu'on se craint. Là, je te parlais de... Parce qu'elle est à vendre, là, cette maison-là. Oui, elle était à vendre. Elle est à vendre, fait que là... Il y a une grosse pancarte. Puis je te parlais de similitude, puis de différence. La similitude, c'est qu'on se craint. Les deux, là, on a des passions. On est passionnés, on décide comme ça. Là. On part en voyage, c'est... Ouf, on part, ou on change de maison, on change de job, n'importe quoi. On fait ça. Tu sais, c'est pas de l'impulsion, je te dirais. C'est de l'émotion, de l'intuition. De l'intuition. On suit nos intuitions. Puis moi, instinctivement, je savais qu'elle était belle, puis c'était la pandémie, elle était pas chère. Je sais pas trop pourquoi, mais anyway, elle était pas chère. Et on s'en va chez nous, à Montréal, et puis sur le bord de la piscine, je regarde, en cachette, l'intérieur de la maison, que j'ai vu. Hey, tabarouette. J'y parle tout de ça. Si j'y parle, là, est-ce que je suis prêt à mon âge à vendre Saint-Sauveur? Je savais Parce que je savais que tu créais quelque chose. Si j'y parlais, là, je savais, je nous connais. Puis ça m'a travaillé pendant 2 jours, puis après 2 jours, je disais, hey, j'aurais quelque chose à te montrer, puis je montre ça. Ah ouais, on pourrait aller voir. On est allé voir, puis on était on est rentré dans la cour, puis on est sorti de l'auto, puis elle a vu la maison. On dit, ah oui, yes! Puis on est rentré dans la maison, puis c'était fait. Et 1 mois après, on avait vendu la nôtre, puis on avait acheté celle-là. Ça, en pandémie, tout le monde, ça allait vite, vite, vite. Et on a complètement changé de paradigme, là, vraiment. Pourquoi? Parce que cette maison-là, au-delà du fait qu'elle était bien belle puis elle aimait, c'est qu'elle est grande. Elle est grande comme la maison de mes grands-parents, puis comme la maison des grands-parents de Pascal. Elle avait une maison familiale de son grand-père à Lanoraie. Non, je me souviens pas exactement. En tout cas, c'est dans le coin de Repentigny. Et nous, au Lac-Saint-Jean, on avait une belle maison centenaire qui appartenait à mon grand-père, puis un chalet sur le bord de l'eau. Et ça avait l'effet, ces maisons-là, ça avait un effet d'aimant. Quand j'étais jeune, mes cousins, mes cousines, on était toujours ensemble. Pourquoi? Parce qu'on était chez grand-père. On passait notre temps à aller chez grand-père. Il y avait des fêtes ou n'importe quoi. On passait par là. Moi, j'allais saluer mon grand-père à propos de rien. Là. J'allais jaser avec lui. Puis, il y a un cousin qui arrivait. Mon grand-père avait aménagé une salle de poule à côté de la maison. On allait jouer au poule. Et parce que c'est la même chose. Elle allait chez ses grands-parents, puis cousin, cousine, c'était un par-dessus l'autre, c'était en campagne. Maison symbolique. Et là, on faisait le tour de la maison, puis moi, je voyais les petits-enfants, puis je voyais chaque chambre, parce qu'il y a plusieurs chambres pour chacun de nos enfants, et avec leurs conjoints, puis les petits-enfants, puis on s'est regardé, puis on a fait une offre, là. Parce que la famille, c'était important pour nous autres. C'était tellement important qu'on a fait quelque chose, Pascal et moi, que les gens ont eu de la difficulté à comprendre. À un moment donné, on s'est mariés. Puis on s'est mariés sans rester ensemble. On ne demeurait pas ensemble. C'est-à-dire que pendant 4 ou 5 ans, on avait la garde partagée de nos enfants, qui étaient encore des jeunes ados. Et chacun restait chez soi, avec ses enfants. Et une semaine sur 2, elle venait chez moi, puis on restait ensemble. Mais si on faisait ça, c'était pour que nos enfants ne souffrent pas de notre trip d'amour. Il y avait, moi, je demeurais en banlieue. Elle était à Montréal, à Outremont. Il y avait leurs amis. Mes filles avaient leurs amis. Il y avait leur monde. Il y avait chacun leur chambre dans chacun leur... On ne voulait pas leur imposer quoi que ce soit. Moi, je ne voulais pas faire d'autorité sur ses enfants. Puis je ne voulais pas qu'elle fasse d'autorité sur les miens. De sorte que on a vécu comme ça pendant 5 ans. On était mariés. Puis à toutes les fois que les journalistes nous parlaient, « Hey, comment ça fait que vous ne vivez pas ensemble? » Mais à un moment donné, on a décidé de le faire quand les enfants étaient plus grands, puis on commençait à déployer leurs ailes. Et aujourd'hui, la famille reconstituée, elle marche. Les enfants s'aiment, ils se parlent, ils se textent, ils organisent des fins de semaine de jeu, ils viennent jouer au chalet. Là. On appelle ça le chalet encore, même si c'est une grosse maison. Et les enfants sont là. Et on a peut-être des petits-enfants qui s'en viennent là, actuellement, là, on espère. Mais essentiellement, c'est un move de famille qu'on a fait. Parce que c'est la maison qui unit vos 2 familles. Exactement. Puis les familles sont unies parce qu'on a fait comme des fleurs. Au lieu de tirer dessus puis dire « Hey, les enfants, vous allez vous aimer. Là. Tu vas partager ta chambre puis tu vas faire ci avec l'autre puis toi, tu auras pu à telle place. » Ce qu'on a fait, c'est qu'on a arrosé. En restant chacun chez soi, puis il y a eu des liens parce qu'ils se voyaient à Noël, puis on partait en vacances à des places où on amenait les 2 familles, là, ça... Parce que vous aviez les mêmes valeurs à la base, parce qu'il y en a pour qui ce serait difficile de ne pas vivre ensemble. Exactement, oui. Fait que vous avez été capable de vous parler puis d'arriver
à cette conclusion-là que dans vos familles respectives, c'était mieux comme ça. Oui, et surtout que la famille, c'était central chez nous. Avec mes parents, puis on a eu des problèmes. Mes parents ont été alcooliques, puis bon, moi, je l'ai été aussi. Et donc, il y avait un côté bancal à ça, mais la famille, c'était la priorité de tout le monde dans tout ça. Là. Même si c'était dysfonctionnel, la priorité, c'était la famille. Puis chez elle, c'est une famille vraiment où tout va bien. C'est à peu près l'inverse de chez nous. Là, tout le monde est de bonne humeur tout le temps. Et ce que je veux dire, ils n'ont pas eu de grands drames plus jeunes. Mais c'est la priorité pour elle aussi de ce côté-là. Donc, sans qu'on ait planifié beaucoup de choses, c'est arrivé comme ça. C'est arrivé que c'est tellement dans nos valeurs que la vie fait que, bon, on a une maison puis on veut que tous nos enfants viennent chez nous. Ce serait quoi le nom que tu aurais envie de donner à cette maison-là? Ben, on l'appelle l'auberge pour l'instant parce que c'est une ancienne auberge. C'était à vendre, c'était un bed and breakfast. Et c'est sûr que pendant la pandémie, il n'y a pas grand monde qui achetait des bed and breakfast. Tu n'avais pas le droit de louer à personne ou à peu près pas. Alors, donc, on continue. Pascal et moi, on appelle ça l'auberge, mais les enfants finiront, c'est eux autres qui vont finir par qualifier ça, là, c'est sûr. Mais ça, pour toi, ça représente la famille. Oui, exactement. C'est ce lieu-là. Oui, exact. La question que je vais te poser, comment réagis-tu à l'autorité? J'ai... et puis ça vient peut-être, tu parlais tantôt de mon enfance un peu dysfonctionnelle. Je parle aux gens comme ils me parlent. Donc, si celui qui exerce l'autorité le fait d'une façon civilisée, je vais répondre de façon civilisée. Si ses arguments ont du bon sens, je vais faire ce qu'il va me dire. Si son ton n'est pas adéquat, tout est une question de ton. D'ailleurs, en entrevue, je te dis, tu peux demander n'importe quelle question à n'importe qui, ça dépend comment tu le demandes. Mm-hmm. Le ton, c'est fondamental. Dire, l'intention, le ton. Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là, toi? Puis qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? C'est deux réalités complètement différentes. Donc, des boss qui bossent, tu as eu de la misère avec ça. Puis des boss qui te parlent comme un être humain, normalement, j'ai rarement de problèmes avec ça. Mais tu vois, une fois, Pascal, elle ne savait pas trop, là. Et un jour, la régie interne en télévision, je reçois un coup de téléphone à 9h le soir. On est couché dans le lit, là, puis on lit tranquillement. Je reçois un coup de téléphone et ça crie. Et Pascal m'a jamais vu de même, me fâche à peu près pas, mais je me fâche. Si tu cries après moi, c'est mon mode de défense, j'y peux rien, c'est comme ça que je me suis défendu dans la vie. Et là, ça commence à crier, et c'est le patron. Là, j'y réponds. Puis là, je me mets le ton, puis il sac, puis je sac, puis le monde. Attends, c'est vrai, on peut dire ça dans le tu peux dire tout ce que tu veux, c'est ça. On peut dire tabarnak. Ben oui, ben oui. Donc, mais Pascal, elle est là, puis elle blême dans le lit. Ben, dit, oui, mais je t'ai jamais vu de même. Ben, j'ai dit, t'as jamais vu personne crier après moi. C'est ça que ça fait. Puis c'est pas une volonté, là. C'est pas moi qui dis, il crie après. Tu sais, c'est un mécanisme de défense. Exactement. Tu as dû te protéger dans ta vie. Exactement. Donc, il a fallu que je me protège, puis je me suis protégé en fonçant. Puis des fois, ça m'a coûté des plumes, parce que des fois, tu sais, dans mon histoire de vie, il y a eu beaucoup de radio, puis la radio AM, quand j'ai travaillé 15 ans, la radio AM, ça a périclité tranquillement pas vite. À chaque année, ça diminuait. Un peu comme la télévision actuellement est en train de faire. Puis c'est dur. Je voyais les coupures chez TVA, puis je sais ce que les gens peuvent vivre. Là, je l'ai vécu à la radio. Et c'est difficile de ne pas le prendre personnel, en plus. Et quand ça diminuait, puis que tu prends ça personnel, il y a beaucoup de friction. Il y avait beaucoup de friction. Il y avait beaucoup de... Ça gueulait fort. Puis la seule façon de me protéger, c'était de gueuler aussi fort que les autres. Parce que j'ai des amis qui avaient beaucoup de talent, qui ont abandonné, qui font d'autres choses. J'ai à peu près un des seuls qui a fait ça toute ma vie. Puis il y en avait des plus talentueux que moi. Mais pour qui cette guerre-là entre ceux qui veulent ta place parce qu'elle est de plus en plus rétrécie, puis toi qui veux garder la tienne, ou toi qui aspires à en avoir un autre, c'est si tu cries après moi, je vais crier après toi. Puis c'est comme ça que je me suis défendu. Puis jeune, tu faisais déjà ça? Oui, c'est dans ma personnalité. Moi, je suis cool, là. Puis je me souviens une fois,
j'arrivais à la radio de Chicoutimi, puis un vétéran de la radio là-bas, là, je sais pas trop quoi. Tu sais, j'ai pris de la place vite. Là, ils m'ont donné un micro, j'avais 24 ans, puis pouf, ça cartonnait vite. Et il y a un vétéran qui arrive puis qui me dit... je me rappelle pas trop ce qu'il me dit, mais je me souviens du ton, là, que tu prends de la place, le jeune, ici, là, puis tu sais, quelque chose du genre. Là. Mais bête comme ses deux pieds. Puis tu sais, moi, j'étais fin avec tout le monde. Puis là, je me tourne, puis il a vu que là, j'étais plus fin pantoute. J'ai pris exactement le même ton que lui, puis devant tout le monde. Lui, il venait pisser son territoire. Là. Il venait montrer qu'il était le kingpin. Puis j'ai montré que, no way, tu me cogneras pas dessus. Et les 3-4 confrères qui étaient là l'ont vu. Et ça m'a permis, après ça, d'avoir les coups des franches dans cette station-là. Mais, tu sais, ben, c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais pour moi, la vie, ça a été souvent des champs de bataille. Puis j'ai rarement attaqué. Je me suis souvent mis en position, il fallait que je me défende. Parce que quand tu deviens... T'as une belle job, les gens veulent l'avoir, puis t'as du succès, c'est le même, ça marche. Mais c'est parce qu'il a fallu que tu démarques ton territoire. Oui, exactement. Rapidement dans ta vie. Mais quand je te parlais de crise DRM, c'est au moment où ça rétrécit. Plus ça rétrécit, moins il y a d'argent, moins il y a de job, plus il y a de coupes. Écoute, je me rappelle des journées de BBM, là, on arrivait à la radio. Là. Je me rappelle un matin, là. Tu sais, c'est pas juste l'orgueil de dire hey, des bons ratings, pas des bons ratings. Tu sais, tu rentres, là, puis tu sais qu'il va y avoir des grosses mises à pied parce que ces ratings-là, ils ont été nuls à chier. Puis on avait besoin d'en avoir des gros, mais les FM, ils montent, puis les AM, ils diminuent. Et là, tu sais, moi, j'étais la petite vedette locale, là, puis il y a 4-5 mises à pied à la suite de ça. Puis c'est difficile de pas le prendre personnel. Tu sais, moi, à la fin des AM, je pense que j'ai fait un burn-out. Tu sais, je voulais plus travailler à la radio. J'ai pas travaillé pendant, je sais pas, 6, 7, 8 mois. Puis je savais pas ce que j'allais faire, mais j'étais lavé. C'était constamment en état d'alerte comme ça. Et quand j'ai repris le collier, j'étais à RDI et je voulais pas être en ondes. J'ai appris à la télévision en dehors du micro, pas derrière le micro, de l'autre côté. J'écrivais les textes, j'ai été rédacteur, j'étais. T'as pensé à un moment donné comme perdre pied, là? Ouais, c'est que je voulais plus me battre. Là. Je voulais juste dire, hey, je viens gagner ma vie, that's it. Mais après un an et demi derrière. C'est comme si t'avais déposé tes armes. Exactement. Mais à un moment donné, tu sais, je voyais des gens en ondes, là, puis je me disais, ouais, je pense que je serais tout au moins aussi bon que ça. Et alors, pas dire le contraire. Alors, j'allais cogner à la porte du patron, puis j'avais des cassettes de ce que j'avais fait à Chicoutimi et à la télévision. J'avais quand même eu quelques émissions de télé en même temps que la radio. Et je donne ça à Martin Cloutier, à l'époque, qui était le patron de RDI. Puis je dis, regarde ça, j'aimerais ça. J'étais en ondes, moi, au Saguenay, puis j'aimerais ça retourner en ondes. Puis, il ne regardait pas la cassette. Donc, j'allais le revoir 3 ou 4 fois. Et. Ça m'a fait moucher. Ouais. Donne-moi donc ça, là. Attends. Une sinusite, là. Ouais, c'est assez rough. Tu vas m'en faire 2 même. On va le laisser là. Alors. Donc, Martin Cloutier, il ne regarde pas mes cassettes. Donc, moi, je vais le revoir. Puis, je dis, Martin, regarde ma cassette, je vais retourner en ondes. Alors, il me dit, ouais, je vais le faire. Et une journée, je dis à ma blonde, écoute, c'est qui tout double? S'il ne le regarde pas, je vais faire d'autres choses. Je suis tanné d'être le gars qui écrit en arrière. Alors, je vais voir Martin, je dis, écoute, je te le dis, regarde la cassette parce que je m'en vais. Le lendemain matin, je reçois un coup de téléphone. C'est correct, tu vas être en onde à partir de... Dans 2 mois, on va te donner une formation, puis tu vas être en onde. Il avait vu la cassette, puis il avait vu ce que j'étais capable de faire. Mais j'étais prêt à laisser tout ça là, pour... parce que là, j'avais le goût. Du burn-out, là, je renaissais après 1 an et demi à écrire des textes. Là, j'étais prêt à retourner avec mes armes. Mais tu es toujours quelqu'un qui aime protéger son territoire. Oui. Ben, il faut. C'est que j'ai appris que c'est comme ça que ça fonctionne. Bien, surtout, tu sais, quand on a une enfance, comme tu l'as dit tantôt, dysfonctionnelle, c'est que des fois, on n'est pas protégé, on n'est pas sécurisé. Exactement. Fait que tu t'es sécurisé en faisant ça, en levant tes barrières à toi. Ouais. Parce que c'est super important, tu sais. Puis on voit que ta famille te sécurise aussi présentement. Absolument, oui. Ah oui, c'est mon
mon principal outil de sécurisation, c'est ma famille. Ouais. Es-tu prêt à passer au niveau jaune? Allons-y donc. Alors, tu brasses, c'est la même affaire, mais là, tu vas m'en donner 3. Oui, tu vas en choisir une, puis je vais en choisir une aussi. OK. Alors, je prends celle du dessus. J'en ai combien? Non, attends, tu m'en donnes 3 là-dedans. OK, je t'en donne 3 dans celle-là? Mais dans tout ça, n'importe quelle, tu m'en donnes 3. 1, 2, 3. OK. Quelle épreuve fut la plus difficile à surmonter? Quel est le plus grand legs de ta mère? L'alcoolisme, c'est 3 petits points. All right. On est pas mal dans les mêmes thématiques pour moi, là, toutes ces affaires-là. Oui, les 3, ça se ressemble. Lié. Mais on voit que c'est plus personnel. Tu sais, dans le fond, l'alcoolisme, c'est... J'aurais pas pu demander ça à tout le monde. Non. Tu comprends? Non, oui, Qu'est-ce que tu choisis dans l'épreuve? Le legs de ta mère ou l'alcoolisme? C'est pas mal tout lié. Tu me prends un des 3, puis je peux te raconter à peu près. Ah ben, vas-y comme tu veux. On va faire une question avec tout ça. Parce que, tu vois, l'alcoolisme, là, c'est une dépendance à l'alcool, mais c'est plus que ça. C'est un état d'être, c'est un état d'âme, c'est un état de pensée qui fait que l'anxiété, l'angoisse t'habite constamment. Et moi, j'ai arrêté de prendre un verre. Mes parents prenaient un verre, mon grand-père prenait un verre. Et ça a été le centre de ma jeunesse dont on parlait tantôt, parce qu'à un moment donné, moi, je me souviens quand mon grand-père a arrêté de boire, il avait l'âge que j'ai aujourd'hui, 66 ans, quand il a arrêté de prendre un verre. Puis, je me souviens, j'étais pas là, parce que, bon, on était une grosse famille, on pouvait pas tous être à côté de lui quand il est mort, mais moi, j'étais très près de mon grand-père. Et il avait dit à ma mère, ou à ceux qui étaient là, on m'a raconté, là, qu'il avait dit que son plus grand regret dans la vie, c'était d'avoir cessé de consommer trop tard. Il avait arrêté à 66, puis il avait 77. Donc, il a vécu 11 ans sobre. Puis il a tellement fait de la fête, c'était un méga personnage, mon grand-père. Tu sais. Il s'appelait comment? Il s'appelait Timon, Armand Leclerc. C'était le propriétaire de Robertval. Tu sais, je veux dire, c'était le millionnaire de la place. C'était un homme d'affaires. Il était propriétaire. Tu avais la rue principale, le boulevard Saint-Joseph. La moitié des magasins là-dessus, ça y appartenait. Il y avait un tas de maisons. Il était propriétaire, copropriétaire, mais c'était un investisseur, un des investisseurs principaux des magasins Continental. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Ah ben, je comprends. Il y en avait 74 partout à travers le Québec, en Ontario. Mais ça venait du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une gang, les chums à Grand-Pa, puis Grand-Pa qui avait parti ça. Et il a réussi ça en dépit de l'alcool, mais quand il a arrêté de prendre un verre, il a tellement été libéré de ça. Il a tellement produit plus. Ils ont lancé Provigo, ils ont lancé toutes sortes d'affaires. Puis, il disait que s'il avait pu arrêter plus jeune, il aurait le sentiment d'avoir mieux réussi sa vie. Mais au moins, il remerciait le ciel ou le bon Dieu d'avoir ces 11 dernières années de vie là, complètement sobre. Là. Et donc, ça vient de mon grand-père. Il portait sur des brosses. Dans ce temps-là, ça brossait. Il pouvait partir 3-4 semaines. Là, puis, OK, c'était quand même des longues périodes. Ah oui, c'était... Mais quand il revenait, il était fonctionnel. C'est ça qui fait qu'il a réussi en affaires. C'est que les 3-4 semaines qu'il était sa balloune, il faisait rien, mais après, il reprenait le taureau par le cou. Et donc, après ça, c'est mes parents, à moi, là, ma mère, comme les enfants de Timon, ben, ils ont été élevés dans ces circonstances-là. Mais au début, moi, les souvenirs que j'ai de jeunesse, c'est que c'était le fun. On allait chez mon grand-père, il jouait du piano, on chantait. C'était pas juste on bougonne, on fait de l'angoisse, là, mais ces moments de bonheur-là étaient payés de beaucoup d'angoisse. Et ça te coûtait de l'angoisse puis de l'anxiété en bout de course. Donc, ma mère a vécu ça. Puis c'est à la naissance de mon frère le plus jeune, donc il y a 11 ans de différence avec moi, que son alcoolisme a vraiment pris beaucoup d'ampleur. Et donc, ça déstabilise une mère qui est alcoolique par rapport à un père. Parce que mon père a eu des problèmes d'alcool, mais ça a été plus
je pense que c'est parce qu'il a côtoyé toute cette belle famille-là qui était alcoolique, puis donc lui aussi s'est mis à Lui, ça a été consommer. comme par mimétisme. Ouais, je pense, ouais. Mais ta mère, ça ressemblait à quoi une journée avec une mère alcoolique? Elle faisait comme son père, c'est-à-dire qu'elle pouvait être quelques semaines, elle buvait beaucoup, puis après ça, elle buvait pas. Donc quand elle buvait pas, tu sais, c'était une vie normale, mais où il y avait une omerta, il y avait une loi du silence. On faisait comme si tout avait été normal pendant les 2 semaines où il n'y avait rien de normal. On mangeait pas, tu sais, il fallait qu'on se fasse à bouffer, mais c'était toujours le silence. Le silence ou les grands cris. C'est pour ça que je te dis que quand on crie après moi, je réponds comme ça, c'est que c'est comme ça que je me défendais. Et un jour, contre toute attente, moi, je pensais jamais que ma mère allait... Tu sais, ça a été peut-être 10 ans, là, après les 10 ans, là, entre la naissance de Martin puis le moment où elle a arrêté de boire. Là. Et tu sais, on avait l'impression que c'était de pire en pire, là, tu sais. Et un jour, elle dit non, je suis plus capable. Et elle a rencontré une madame à Chambord qui a changé sa vie, une marraine. Ah. Et elle est redevenue la mère qu'elle était, mais en mieux, dans le sens où elle était plus... elle était plus gênée. Sa timidité d'autrefois était comme disparue, puis elle était capable de prendre la parole en public, elle était capable... Puis c'était quelqu'un de joyeux, là, de bonne humeur. On a revu ça, puis c'était tellement coupé au couteau qu'on disait « Tabarouette, quelle transformation! » Puis moi, pendant ces moments-là où elle arrêtait de prendre un verre, ben moi, j'en avais pris. En même temps, les dernières années, c'était comme ça que j'avais été élevé, puis c'est comme ça que je surmontais mon anxiété, mais que je me créais de l'anxiété. Puis c'est ça, l'alcool. C'est que tu prends un verre, ça te fait du bien. Ouais. Mais à terme, le lendemain matin, là, t'es encore plus angoissé que t'étais. Alors, tu vas reprendre un verre le lendemain, ou 2 ou 3, puis ouf. Fait que tu cherches tout le temps cette sensation-là. De relâcher ton Ouais. anxiété, mais ça a l'effet de t'en induire davantage. Alors, le résultat, c'est que moi, je faisais de l'angoisse, mais vraiment beaucoup, beaucoup d'angoisse. Et je pensais que j'étais en train de virer fou. Je me disais, tabarnouche, ça n'a pas d'allure. J'avais peur de tout. Et un jour, je vais chez mes parents, puis sur le coin de la... Ça faisait 1 an que ma mère avait arrêté de consommer. C'était tout nouveau. Puis je vois traîner sur le bord du comptoir là, un dépliant DAA qui s'intitulait « La peur ». C'est quoi cette affaire-là? Alors, je lis, tu sais, quand on dit un dépliant, là, c'est un coup de... Tu sais, c'est 4 petites feuillets. Et je lis ça, et pour moi, ça a été une révélation. Tu sais, je me suis dit, « Hey, je suis pas en train de virer fou. Je suis juste alcoolique. » Tu sais, ça a comme été... Parce que ça parlait de la peur qui habite constamment l'alcoolique, là, l'anxiété, la peur. Mais t'avais peur de l'angoisse. quoi? C'est ça, c'est que tu deviens tellement à fleur de peau, c'est que c'est tes nerfs qui sont comme irrités, puis tu te construis toutes sortes de scénarios. Tu passes sur un pont, tu dis, il va tomber. Tu rentres dans un avion, elle va tomber. Tu penses juste à ce qui me Quand tu étais sous l'effet de l'alcool, tu avais l'impression... Ah là, ben là. Sky's the limit, là. Puis j'étais drôle, les gens. J'ai un de mes chums, Martin, qui est décédé, justement, probablement de ça, on ne sait pas trop exactement, là, mais on a eu du fun ensemble. Je veux dire, on arrivait dans un party, là, on était les ding et dong, là. Tout le monde nous regardait, puis ça riait toute la soirée, mais le lendemain, je veux dire, lui et moi, on avait le même tempérament, on était bien angoissés le lendemain, et on fêtait le surlendemain pour enlever cette angoisse-là. Mais donc, après avoir lu le dépliant de ma mère, j'ai dit, c'est juste ça. Mais ça m'a pris quand même quelques mois. Puis après quelques mois, un jour, j'étais une vedette locale à la radio, donc j'allais dans les 5 à 7, ces affaires-là. Puis j'étais invité partout. Puis j'ai passé une fin de semaine particulièrement imbibée d'alcool une fois. Et le lundi matin, j'arrive à la station. Et je suis pas capable de travailler. Puis c'est un talk, là. Je suis pas je suis pas un animateur qui met de la musique, en principe. Mais là, je dis aux techniciens, mets de la musique. Je suis pas capable de parler, je suis trop magané. Alors, ils mettaient de la musique. Puis je m'étais dit, si un jour ça me dérange, il faut que j'arrête. J'ai été 1 semaine sans consommer, puis ça m'a fait du bien. Puis j'ai dit, je vais essayer une 2e semaine. J'ai fait 2 semaines. Après ça, j'ai fait 3 semaines. Et rendu au mois, je suis sorti, puis je me suis dit, bon, ça fait 1 mois, je suis allé dans mon bar qui s'appelait La Turlute.
J'ai demandé une grosse au Saguenay, au la grosse. Une grosse Molson. Ça, je m'en dis une grosse molle. Ouais, une grosse molle, exactement. Grosse Molson. Là, j'ai versé ma Molson là-dedans, puis je l'ai regardé toute la soirée. Puis des fois, je me trempais les lèvres, puis je me disais, hey, j'ai un mois de fête, là, tu sais. Si je la prends, il faudrait que je reparte à zéro. Puis je l'ai pas prise, cette bière-là. Donc, c'est la dernière bière que j'ai pas prise parce que c'est comme une espèce de synchronicité. Le même soir, je rencontre un de mes chums qui a été un peu mon parrain. On n'a pas fait beaucoup dehors parce que j'étais connu, puis le monde voulait que j'aille dans le... Puis j'aimais pas ça. Je voulais que ce soit une démarche anonyme. Et Jacques, qui s'appelle, m'a pris un peu sur son aile. Puis la première année, là, il m'a aidé pas mal à arrêter de prendre un verre. Mais j'ai rencontré à peu près au moment où, dans le bar, j'avais dit non à cette bière-là. Et j'ai gardé chez moi la dernière bière que j'ai pas prise. Parce qu'il me restait une 12 à la maison avec une bière dedans. Puis elle est dans ma bibliothèque. Puis je me suis dit, si un jour je fais une rechute, je vais être obligé de prendre cette bière-là. Ça ne sera pas une autre bière. Là, elle a 37 ans, la bière, maintenant. Ça se peut-tu? Non, elle a 39 ans, la bière. Est-ce que c'est comme un trophée? Tu le vois-tu comme ça? Non, c'est comme un rappel. Ah, c'est un rappel. C'est important, ça. C'est un rappel que tu es à une bière de la rechute, tu sais. Moi, je connais des gens qui se sont auto-persuadés que prendre une bière, ils étaient capables de contrôler ça. Puis effectivement, pendant 1 mois, 2, 3 mois, ils ont été capables. Mais aussitôt qu'il y a eu une grosse émotion, là, tu es tombé à 2, 3, 4, puis comment tu as appris à gérer tes émotions sans l'alcool? Ben, j'ai fait des thérapies. J'ai fait des thérapies. J'en ai fait 3. Puis, mais pas des thérapies par AA ou pour l'alcool. Des thérapies individuelles. Et la dernière, c'était le MDR. Ça dit quelque chose, le MDR? C'est pas avec le mouvement des yeux? Exactement. Oui, tout à fait. Eye movement de désensibilisation. Oui. Et un jour, je reçois David Servan-Schreiber. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Oui, absolument. Tu sais, il a écrit Guérir. Ben oui, il est décédé maintenant, mais il a écrit Guérir. Ben oui, tout à fait, mais il est très, très connu. Ouais, ben son père aussi. J'ai eu quelques fois en entrevue, puis une fois, on fait 1 heure ensemble, puis on parle de son enfance. Puis il fait le lien entre l'enfance, l'anxiété, puis la maladie. Puis comment guérir cette anxiété de base que tu as qui vient de ton enfance, du fait que lui, son enfance, c'était pas qu'il y a eu de la chicane ou il y avait de l'alcool ou quoi que ce soit. Son père était un aristocrate, là, Jean-Jacques Servan-Schreiber, puis sa mère, une aristocrate aussi, puis il était propriétaire d'un journal, ministre avec De Gaulle. Puis il voyait sa mère 1 fois par année. Puis son traumatisme, c'est qu'il n'a pas été aimé quand il était enfant. Bon, il m'explique tout ça. Puis pendant une pause, il me parle de MDR, une nouvelle technique. Là, et puis pendant la pause, je dis, ça marche-tu vraiment, ton affaire de MDR? Là, oui, parce que quand on l'entend de l'extérieur... Ça a l'air bizarre. Bizarre, ben oui. Et elle dit, oui, puis il connaissait une psychiatre à l'époque. Là, aujourd'hui, là, tous les psychologues l'apprennent. Ouais. Tous les psychologues au Québec savent c'est quoi de MDR. Mais à l'époque, personne ne savait c'était quoi. Et il y avait une psychiatre qui allait aux mêmes ateliers à Cambridge, aux États-Unis, avec David, puis elle connaissait. Puis il dit, je vais te la présenter. Il me l'a présentée, elle m'a suivi pendant un petit bout de temps. J'ai pleuré ma vie avec ça. Et ça m'a fait un bien énorme, vraiment un bien énorme. Et ils servent de ça maintenant pour désensibiliser les souvenirs de ceux qui ont vécu, par exemple... ça a explosé avec la guerre en Bosnie. Mais comment tu as vécu ça? Ben, tu sais, tu vas voir... Moi, je suis plus auditif que visuel, donc tu peux le faire avec les oreilles. Mais c'est parce que l'hypothèse, c'est que notre cerveau, tu sais, tu as le lobe gauche puis le lobe droit. Là. Donc, chaque morceau de cerveau a son utilité. Puis un peu comme un ordinateur, c'est binaire, ça se divise en 2. Donc, si tu induis un état second, qui est comme un état d'hypnose, mais tu n'es pas sous hypnose, tu es ailleurs, c'est parce que, tu sais, mettons que tu fais ça, donc, un peu avec le pendule. Ouais, tu suis le pendule. À un moment donné, ton cerveau, il fait comme un ordinateur, il reset. Et moi, c'était les oreilles, ça faisait tic, tic. J'avais des écouteurs, ça faisait tic, 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 tic. Et là, tu rentres dans un état second. Et elle a fait juste te parler pour voir c'est quoi les images qui viennent. Et elle te fait juste aiguillonner, ça. Et j'ai vécu, entre autres, tu vois, j'ai un oncle qui s'était fait amputer les 2 jambes alors qu'il avait 39 ans, puis j'étais bien attaché à ce monsieur-là.
Puis j'avais eu peur d'aller le voir, donc je me sentais coupable de ne pas avoir été le voir pendant 6 mois après son amputation, alors que j'étais bien proche de lui, mais j'avais peur, tu sais, j'étais un enfant, j'avais 16-17 ans. Puis j'ai tellement pleuré ça que je me suis rendu compte que ça m'a marqué beaucoup plus que ce que je pensais. Tu sais, j'ai vécu d'autres traumatismes, là, et donc, il arrive, c'est des spots, là, c'est comme sous hypnose, là, tu revois ça, et les images, ils apparaissent, à un moment donné, ils apparaissent au ralenti, et là, tu as l'émotion que tu avais à ce moment-là qui monte, et tu pleures, et l'hypothèse, c'est qu'à force de pleurer ce souvenir-là, il se désensibilise. Quand tu y repenses, après, tu pleures plus. Et donc, tu es moins magané en termes d'anxiété. Puis moi, je peux dire que ça marche. Mais c'est la première personne qui me le raconte en détail comme ça. Donc, c'est comme si tu as épuré une partie de ces souvenirs-là qui laissent moins d'empreintes. Le général Dallaire, qui était en Afrique, là, au Rwanda, là, quand il y a eu le fameux génocide, il était à la tête des forces de l'ONU. Il s'est senti terriblement coupable de ne pas avoir réussi à briser ce mouvement génocidaire. Écoute, il y a eu 900 000 morts. Puis il a beau crier, demander de l'aide ailleurs dans le monde. Bon, il s'est senti coupable. Il a noyé ça sous l'alcool. Je ne sais pas si tu te souviens, on l'avait trouvé sur un banc dans un parc. Et il y a eu le MDR, puis c'est la seule chose qu'il a... C'est sûr qu'il y a des médicaments, tout ce drôle, mais le MDR, c'est ce qui lui avait permis de revivre tous ces souvenirs-là et de pleurer davantage ces souvenirs-là. Tu sais, au lieu de les crier, puis ça se situe dans le corps. Les souvenirs, ils sont dans ton corps, comme ça. Et il vit encore aujourd'hui, puis il n'est pas dans un parc public pacté. Est-ce qu'on est toujours alcoolique? Oui, tout le temps. Tout le temps. Moi, quand je me disais tantôt, c'est un trophée, non, c'est un rappel. C'est un rappel que... Écoute, je vais te conter une histoire. Quand je vais dans le sud, je viens tanner de prendre de l'eau minérale, là, puis des affaires sucrées là-bas. Alors, à un moment donné, je me suis dit, tiens, comme je prenais de la bière sans alcool là, ici, je me suis dit, je pourrais prendre juste un peu d'eau minérale avec un peu de bière. Puis tu regardes le rapport, ça fait 0,5. Tu as ça d'eau, puis un petit peu, ça fait juste changer le goût un peu de l'eau minérale. De l'eau. Ça fonctionnait. Puis ça m'arrive des fois l'été de me faire le drink, mais il faut que ce soit moi qui le fasse. Parce qu'une fois, je demande ça au waiter là-bas, là, dans le tout inclus, puis il m'en met beaucoup plus que... Tu sais, je lui demande un petit peu de... Et là, je jasais à quelqu'un, puis je prends 2-3 gorgées. Écoute, ça m'a fait mal ici. À tabarnouche, il a mis j'ai senti l'alcool, je l'ai senti là, comme si quelqu'un avait gratté sur mes nerfs. C'est physique, là, c'est pas juste dans ta tête, là. Et donc, ma recette, quand je la fais encore, c'est moi qui la fais. Mais vraiment juste un petit peu de bière, puis beaucoup de... Puis c'est ça, tu sens pas l'effet, parce que tu es comme ta point 5. Ouais. Quel est le plus grand legs de ta mère? D'avoir cessé de prendre un verre, c'est sûr. Parce que c'est son exemple à elle. Elle a réussi à le faire alors que jamais j'aurais pensé qu'elle aurait été capable. Jamais. Là, parce que c'est de pire en pire. Puis à un moment donné, pouf, ça marche. Puis en plus, comme je te dis, le petit dépliant que j'ai lu, c'était chez elle, puis il était sur le comptoir. Elle m'a jamais dit si c'était intentionnel ou pas, mais chez les Haas, qu'on dit, parce qu'après ça, j'en ai fait un peu quand même. Laisse-les traîner, ces dépliants-là. Laisse-les traîner. Ça va parler à ceux qui en ont besoin. C'est ça. T'as pas besoin... Fais pas des grands discours sur la montagne. Laisse traîner ça. Est-ce qu'elle a eu de la culpabilité, ta mère? Oui, beaucoup. Avez-vous réussi à en parler ensemble? Oui, mais à partir du moment où elle était vraiment très bien, on a eu quelques conversations plus sérieuses, mais pas tant. Parce que, tu sais, elle était comme... Je dirais pas guérie, parce que je te le dis, on n'est pas guéri de ça, mais elle était tellement... Elle revenait de tellement loin, puis on savait qu'elle faisait de la culpabilité, parce que, comme je te dis, ça commençait après la naissance du plus jeune. Donc, on ne s'est pas trop étendu là-dessus. On a plutôt goûté. Écoute, moi, elle avait 72, 13, 14 ans, là, puis je partais avec mes 2 enfants. J'allais à Québec. J'étais père célibataire à ce moment-là. Et elle avait son condo, on passait du temps là. Puis on allait au terrain de camping de Valcartier, là,
le camp de... comment on appelle ça? Les glissades d'eau, aux glissades d'eau. Et ma mère avait 73, 14, 15. Elle est venue, la dernière fois, elle devait avoir 75 ans, puis elle venait avec nous autres, elle se baignait, puis elle était dans l'Amazone, qui est une espèce de manège. Oui, puis je lui versais de l'eau sur la tête. Les enfants trouvaient ça drôle, mais je l'ai amenée après ça en voyage à Paris, où elle avait déjà été avec ses enfants. Avec mes filles, on a fait un voyage extraordinaire. On est allé à Cuba avec les enfants, donc j'étais très proche d'elle après, là, puis mes enfants aussi. Donc, ça vaut la peine d'arrêter de boire, peu importe l'âge. Ouais, absolument. Parce absolument. que, ce que tu dis, probablement que ça va résonner chez des gens qui nous entendent ou qui auront de l'espoir pour des proches. Exactement. Qu'est-ce qu'on doit dire, Denis, à un proche qui est alcoolique et qui boit? Il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que de l'accueillir quand tu le sens ébranlé là-dedans. Là. Ça ne donne rien quand il consomme. Mais il y a des moments où tu sens que la personne est vulnérable. Et il ne faut pas que tu dises « arrête de prendre un verre ». Il faut juste tu dises « oh, je comprends, c'est sûr que tu fais beaucoup d'anxiété. » Puis il faut lézarder l'espèce d'armure que ces gens-là se font. Mais tu ne peux pas faire grand-chose d'autre que de les écouter. Puis quand tu es un petit peu plus vulnérable, pas pousser trop fort. Plus tu pousses fort, plus ça referme. C'est quoi ta définition, toi? À quel moment on devient... Enfin, à quel moment on est alcoolique? Quand on perd le contrôle de sa vie. Puis... il y a des gens là, qui sont des gros buveurs, j'en connais, mais ils font pas d'anxiété avec ça. Donc, ils gardent le contrôle de leur vie dans le sens où le soir, ils sont pactés, puis ils ont eu du fun à, je sais pas moi, un party chez la belle-mère. Puis le lendemain, ils sont fonctionnels, ils vont travailler, puis ils n'ont pas de boule. C'est des gros buveurs. Puis moi, mais quand j'ai des amis. Mais celui qui se lève le lendemain avec une méga boule, puis qui est pas bien, puis qui a peur de tout, ça, c'est un... Ça, tu l'as plus. Non, je l'ai plus. Donc ça donne de l'espoir. Ouais. Alors, on va passer au niveau rouge. Mm-hmm. Mais MDR, je pense que ça va parler à bien du monde. Ah, puis je le conseille vraiment. Là, je te dis, le MDR, c'est pas un gadget. Ça marche. Qu'est-ce que je fais? Tu brasses et tu m'en donnes 2 des rouges. Puis tu vas en choisir une. 2. Dans les 2 autres qui restent? Non, dans ça. Okay. À quel besoin profond Pascal répond-elle? Mm-hmm. Est-ce que tu t'es déjà rendu au bout de tes limites physiques ou psychologiques? Je sais pas trop lequel, j'ai l'impression de t'avoir dit. Oui, donne-moi-en donc une autre, on dirait qu'on a déjà dit. Oui, parce que Pascal, je sais pas mal du tout ce que j'avais à dire dessus. Puis là, je viens de te dire pas mal toutes mes affaires de limites. Là. As-tu négligé certains aspects de ta vie? Oui. Quand je consommais beaucoup, là, il y a plein de choses que je faisais pas adéquatement. Après coup, après avoir arrêté de prendre un verre, des fois, je trouve que... Et pourtant, tu vois, mon ami Jean-Pierre trouve que je suis bien fidèle en amitié, mais moi, je trouve que je vois pas assez mon monde. Tu sais, il y a des amis auxquels je suis attaché, je sais pas, comme des membres de la famille. Mais je les vois pas aussi souvent que les membres de la famille. Puis Jean-Pierre, que je viens de nommer, c'est le cas. J'ai fait une toune sur Jean-Pierre qui s'appelle Jean-Pierre... Et j'ai parlé hier parce qu'il écrit un livre, puis il m'a demandé de faire sa préface, puis on se bidonnait. De dire, t'imagines-tu quand on avait 15-16 ans, parce qu'on a le même profil, on a étudié tous les deux en sciences politiques, on a tous les deux fait de la radio, il a gagné sa vie à faire des communications à Radio-Canada à Chicoutimi. On était des maniaques de la traversée du lac Saint-Jean, il a écrit un livre là-dessus. Puis il disait, t'imagines-tu quand on avait 15-16 ans de dire un livre de Jean-Pierre Girard préfacé par Denis Ouais, c'est vrai que dans le fond, on était au bout de nos rêves, on a fait ce qu'on aimait, puis c'est le fun, mais on se voit pas assez, je trouve que la vie fait... J'ai Christian Doucet que j'ai connu à RDI, là, c'est un gars que j'adore, puis... Ça va tellement vite, on se voit pas. Il y a mon chum Jacques, là, le gars avec qui j'ai arrêté de prendre un verre. Lui, il est encore à Roberval, puis je me botte pas le derrière, mais tu sais, j'essaie de m'organiser que ma routine me mène au moins une fois par année à Roberval, parce que mes parents sont plus là. Tu sais, quand tes parents sont là, c'est ça qui... Ça donne une raison d'y aller. Et, donc, l'amitié, c'est une sphère que tu as l'impression que tu as négligée. Oui. Puis tu vois, j'ai Bruno avec qui j'ai fait mes émissions. Là, on continue. On se parle régulièrement au téléphone. Une fois que je dis « Hey, on va aller prendre un verre », je dis « Moi, un verre pareil, je prends de l'eau. »
Mais, puis ça donne pas, tu sais, puis ça se bouscule. Puis, tu sais, j'ai 5 ou 6 amis comme ça, là, que j'aimerais voir beaucoup plus souvent. Éric, que je vois plus parce qu'il s'occupe de mes affaires, là, c'est un gars de finance, mais j'aimerais ça. Mais ça se ferait-tu? Tu pourrais-tu le faire? Il faudrait que je sois plus organisé. Il faudrait que je dise, hey, on s'appelle, puis on est là tel mois. Puis, parce que tu tantôt. Je regrette ça. Ça, c'est vraiment, j'aimerais ça mieux entretenir. Ça. Tu parlais de Jean Lapierre. Jean Lapierre, c'est un gars qui entretenait. Oui, Jean, ça, c'était le modèle. C'était fou, là. Écoute, il avait son carnet, puis là, à un moment donné, « Hey, tu viens-tu souper? » Il a pensé, je sais pas comment qu'il... Je pense qu'il classait son emploi du temps comme moi, je classais mon garde-robe quand je faisais de mais c'est incroyable. Ben oui, mais c'était un modèle, puis écoute, il avait des amis Jean. Ouais, puis... J'ai l'impression qu'il... Je sais pas qu'on était tout le temps dans ses plans, tout le monde. Ouais, à un moment donné, on arrivait dans... Ben oui, regarde, on est dans la saison des rhumes et des grippes et des sinusites. Mais Jean, ça a été, pour moi, un modèle de nourrir l'amitié. Oui. Ben lui, il avait l'amitié organisée, tu vois, puis effectivement, c'est un modèle. Puis c'est un gars que j'aimais beaucoup pour ça, parce que c'était un gars... Quand j'ai fait le documentaire... Ce que je voulais, c'était montrer aux gens qui il était derrière le paravent public. Parce que tout le monde... Tu sais, t'avais les fédéralistes qui avaient déjà été de son bord. Ils disaient « Ah, OK, c'est correct, mais moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. » Ils disaient « Hey, comment ça, t'es chum avec Lapierre? Tu sais, une gang de souverainistes, là. » Puis je leur disais, puis c'était ça ma ligne. Puis c'est ça que je pensais, puis c'est ça que je voulais montrer dans le documentaire, c'est que je trouvais pas d'autre mot que gentil. J'essayais de trouver un mot qui est moins cucu que gentil, mais je disais, j'en trouve pas, là. Tu sais, je trouvais que c'était le gars le plus gentil de cette industrie-là que j'ai connu pendant 50 ans. Je dis, c'est le gars, tu sais, le plus smart, le plus... Mais tu sais, gentil. Puis il fait attention aux autres. Tu sais, des petits détails niaiseux que... Puis j'aimerais ça être comme ça, penser à ça, puis dire, hey, je vais lui donner un petit cadeau. Je pense il était comme ça. Es-tu le père que tu aurais voulu avoir? Oui, je pense. Moi, je suis assez fier de mon côté paternel. Parce que tu vois, j'ai des enfants, j'ai une fille qui va avoir 30 ans, ce sera pas long, puis l'autre qui a 26. Puis je suis encore très, très près d'eux autres. Puis des fois, ma blonde n'en revient pas. Elle se rend compte que, tu sais, ils vont m'appeler ou vont m'écrire, me faire une confidence, me demander quelque chose. Puis c'est vrai que je me rends compte que je suis près d'eux autres, mais j'ai été longtemps père célibataire à la maison. Tu sais, leur mère était au Saguenay, puis c'était moi qui avais la garde à Montréal. Puis donc, veut pas, il y avait une proximité. Puis j'ai essayé de faire des choses de fun avec eux autres. J'étais dans la famille, c'est sûr que c'est moi qui ai l'autorité plus que leur mère, là, ce genre d'affaires-là. Là. Puis c'est moi qui dis, t'as été chez le dentiste ou des affaires de même. Mais j'essayais pendant les vacances ou autrement, juste la fin de semaine. Ils ont des excellents souvenirs du samedi matin où on allait chez Dunkin' Donuts, puis il était ticu. Puis il y avait un monsieur qui était bien fin là-bas, le propriétaire du Dunkin'. On allait manger nos affaires. Puis il leur donnait un autobus. Dans l'autobus, il y avait comme des Timbits dedans. Là. Puis pour eux autres, là, le temps qu'on passait pendant 1 heure chez Dunkin' à jouer leur autobus en carton, puis après ça, aller au cinéma chez Guzzo, pour eux autres, c'est des souvenirs extraordinaires. Donc, j'essayais d'avoir des activités le fun, pas juste des affaires tannantes, mais en même temps, d'être capable de faire les affaires tannantes, puis d'exercer l'autorité. Puis, tu sais, c'est un équilibre. Puis je pense que, en tout cas, quand je regarde où elles sont rendues, ce qu'elles font, je suis bien fier des deux. Puis, tu sais, ma plus vieille est au Vietnam actuellement avec son chum, puis ma plus jeune finit son travail social, elle va être travailleuse sociale, puis ça va bien. Puis les enfants de Pascal, Romain, il fait du cinéma, ça va super bien. Écoute, il y a une maîtrise à la Sorbonne en cinéma. Impressionnant. Puis tu sais, il est comme sa mère, il est modeste. Puis des fois, je dis, Romain, il faudrait que tu me le dises, là, que ça marche son affaire. Il gagne un prix, meilleur... court-métrage du Festival d'Algérie. Il n'y a pas un mot du chat qui le sait au Québec. Puis il y en a qui des films là, qui sont dans la presse à tout bout de champ, là, parce qu'il y a un petit prix par-ci, par-là, mais
il faut qu'on fasse des relations publiques. C'est trop humble. Non, mais c'est vrai, ça fait du financement pour d'autres choses. Puis Lola, qui elle, est travailleuse sociale aussi, donc je peux peut-être s'inspirer sa demi-sœur, et qui fait autre chose maintenant, un petit peu plus administratif, et qui nous a annoncé des bonnes nouvelles là, récemment. On dirait que je me doute. Ah ouais, mais là, je peux pas trop en parler. Alors, tu sais, fais tes déductions. Moi, je vais juste te dire que moi, je vais être mamie au mois de juillet. Ça ressemble un peu à ce genre d'affaire. C'est une autre étape de la vie aussi. Ouais. T'as raconté, là, c'est rare que je fais ça, de faire des liens comme ça, mais c'est parce qu'on dirait que depuis tantôt, j'ai besoin de t'en parler parce que tu es allé aux enfants de la télé et à Radio-Canada et tu as raconté un bout de ta vie vraiment bouleversant où ton père, toi, a été porté disparu. Puis, dis-moi, j'ai fait « Où es-tu » qui était sur des codes de disparition. J'ai rencontré des familles, sauf qu'eux, ils n'ont jamais été retrouvés. Ouais. Comment on vit ça quand un de ses proches ne répond plus à l'appel? C'est drôle parce que tu dis, j'ai vécu avec des familles qui l'ont pas retrouvé. J'ai fait beaucoup d'entrevues avec des gens qui venaient sur mon plateau puis qui venaient me parler d'une personne qui était disparue. Puis ça m'aidait toujours. Avant, je leur disais, j'ai vécu ça. Moi, mon père a été porté disparu pendant 2 mois, puis ils l'ont retrouvé. Alors, tu sais, la personne qui est en attente, je sais que les probabilités qu'on ne le retrouve pas sont toujours plus grandes que le contraire, mais c'était quand même pour infuser un peu d'espoir aux gens qui venaient me raconter ce qu'ils avaient vécu. Mais en fait, ça, c'est l'année de tous les dangers, l'année de... Tu sais, quand je te disais que j'ai fait de la MDR, je me suis rendu compte que cette année-là, l'année 76, c'est l'année où j'ai construit ma vie, j'ai construit ma personnalité. Parce que, bon, comme je te disais, il y avait de l'alcoolisme dans la famille, mais, tu sais, c'était fonctionnel. On dit c'était dysfonctionnel par rapport à une famille, tu sais, où tout est... La famille à Pascal, mettons, qui était comme... C'était pas dysfonctionnel. Tu sais, on avait du fun, bon, on avait une piscine, on invitait du monde, puis on se baignait, puis on avait mon grand-père qui avait son chat. Tu sais, c'était le fun. J'ai pas eu une enfance dramatique, là. Mais en 1976, au mois de mai, ma mère, qui avait commencé à consommer plus, là, parce que mon jeune frère était né, et ils ont découvert qu'elle avait le cancer de Bourassa, exactement la même chose que Robert Bourassa. Mélanome. Mélanome. Pour ça que dans la famille, aussitôt qu'on a un petit camp de beauté, on va tous chez le dermatologue. Là. Il y a un aspect héréditaire à ça. Et donc, ils l'ont opéré, puis pendant 2-3 semaines, on ne savait pas si ça allait passer ou pas, parce qu'ils ne savent pas, c'était assez profond. Elle avait sur le mollet un gros trou. Toute sa vie, elle a eu ça, là, un trou même plus large que ça, comme un paquet de cigarettes, dans le mollet qui avait été enlevé, qui avait été découpé. Il voulait tellement pas prendre de chance, parce que, tu sais, c'est un grain de beauté, ça, le mélanome, mais il est profond. Ouais. Alors, pour éviter que des cellules cancéreuses aient pu toucher au tibia ou quoi que ce soit, ils en ont enlevé un gros morceau. Puis, ils ont enlevé les ganglions ici, parce que les cellules cancéreuses, ça voyage. Les ganglions, c'est comme une autoroute. Quand la cellule cancéreuse rentre dedans, ça peut part dans le corps, oui. Donc, tu peux avoir le cancer là, puis dans les ganglions, tu amènes ça là, puis c'est bon. Et donc, ils avaient enlevé ça. Et ils faisaient des tests. Il y avait quelques semaines à faire des tests avant de savoir si elle passait au travers ou si, comme M. Bourassa, c'était fini. Et donc, elle pleurait beaucoup, puis elle était à l'hôpital. Je travaillais à la radio à ce moment-là. J'étais flot. Là. Je commençais à travailler à la radio dans ces âges. J'avais 18 ans pendant l'été pour... peut-être pas pour gagner ma vie, ni pour payer mes études, c'est pas j'adorais ça. Ils me payaient 105$ par semaine à l'époque. C'était beaucoup. Beaucoup, mais c'était pas... Ça a l'air peu, mais pour moi, à l'époque, c'était beaucoup. Et donc, mon père l'accompagne, ma mère, et on ne sait pas si elle va mourir ou pas. Et un jour, il a comme pété une fuse. Là. Il est arrivé, il y a eu un élément déclencheur professionnel. Là, je ne sais pas trop quoi. Il y a eu 4-5 dossiers en même temps, puis il y avait ma mère, puis il a comme pété une fuse. Il a pris son auto, puis il est parti.
Puis il n'était pas là le lendemain, puis il n'était pas là le surlendemain. On me dit où il est, on l'appelait partout, puis on ne l'a pas trouvé. Puis il était disparu pendant 2 mois. Et ils ont retrouvé son auto à Dorval, à l'aéroport de Dorval. Donc, où c'est qu'il peut bien être, là, on ne le sait pas. Là. Puis il y avait des cartes de crédit, des choses du genre. Il était passé à la banque prendre de l'argent quelque part, là, mais en tout cas, il n'était plus là, puis on ne savait pas où il pouvait être. Mais ma mère était malade, elle, puis elle était encore... elle allait sortir de l'hôpital. Elle est sortie de l'hôpital 3-4 jours après. Puis, là, pendant les 2 mois qui ont suivi, ça a été une attente, là. Ça finissait pas, là, tu sais. Un de ses grands amis à mon père était un des grands patrons de la GRC à l'époque, Guy Marcoux, qui s'appelait. Puis, il avait obtenu qu'on puisse enregistrer, on puisse taper la ligne, là, littéralement, pour savoir d'où un appel aurait pu provenir si jamais il nous appelait. Si jamais il appelait, parce qu'il n'avait toujours pas appelé. Exactement. Et après 2 ou 3 semaines, j'étais avec mon oncle Claude. Puis on fumait tous les deux. On passait nos nuits parce qu'il a essayé une nuit d'appeler. Puis ma mère avait répondu. Puis il pleurait, puis après 30 secondes, il a raccroché. C'était les seules nouvelles qu'on avait. Donc, on a passé... Donc, vous saviez qu'il était vivant? On savait qu'il était vivant. Donc, ça, c'était après 3 semaines. Le résultat, on ne savait pas. On attendait qu'il appelle, puis je passais mes nuits avec mon oncle Claude à fumer. On fumait. Et on n'a pas eu de nouvelles. Et un jour, quelques semaines plus tard, je reçois un coup de téléphone de ma blonde. Son frère est mort. Son petit frère de 16 ans. Il est mort d'un anévrisme. Et là, ben moi, j'ai pas mon père. Je suis en train de consoler ma mère, mais là, je vais retrouver Sylvie chez elle. Puis écoute, 16 ans, elle n'a pas de bon sens de mourir à 16 ans. Puis là, c'est la consternation dans la famille. Il faut aller acheter un cercueil. Puis c'est sûr que son père et sa mère étaient trop maganés. Ils étaient trop émotivement cassés pour y aller. Donc, je suis allé avec Sylvie. On est allé acheter un cercueil. Puis là, j'achetais le cercueil. Puis je disais, bon, ben, probablement que dans quelques semaines, je vais acheter celui-là de mon père. Et là, puis il fallait que j'aie l'air fort, tu sais, parce que j'étais le plus vieux de la famille. Moi, il y avait 3 autres enfants, là, ta mère était... Puis ma mère, elle pleurait tout le temps. Elle était malade aussi, là. Ouais. Et elle était malade, puis elle a pris quand même... moins qu'avant, mais elle prenait quand même un peu d'alcool pour ça... Fait qu'il y avait de l'inquiétude, de la peine. Il fallait qu'elle était en convalescence. Elle se remettait de ce qu'elle venait de vivre. Alors, donc, elle... Puis elle savait pas... On a eu les résultats que quelques semaines après que, OK, ça n'avait pas monté dans les ganglions. Okay. Ça, avant qu'elle analyse comme il faut. Là. Ouais. Alors, on savait qu'elle était sauvée, mais Bernard décède. Là. Je veux dire, écoute, c'est comme la goutte de trop. Là, ouais. Ça déborde, mais il fallait que j'aie l'air fort tout le temps. Puis la nuit, j'allais écouter le téléphone qui sonnait pas avec mon oncle. Puis le jour, ben, elle a acheté un cercueil avec Sylvie. Mais je voulais faire comme si j'étais un homme fort. Puis je me rappelle les oncles, les tantes, « Hey, Denis, il est fort. » Mais j'étais pas fort pantoute. J'étais juste... J'essayais de me donner une contenance. Et donc, on commence le cégep à la fin du mois d'août. Et on est dans un cinéparc. C'est peut-être à la fin septembre, je pense que les cinéparcs... Mais mettons mi-septembre, les cinéparcs, ça doit fermer. Ça, c'était dans les derniers films de cinéparcs. Et ils arrêtent la diffusion du film. Ça gèle, puis ça dit... Est-ce que M. Denis Lévesque peut communiquer avec sa famille? M. Denis Lévesque a communiqué avec sa famille. Mais il n'y a pas de cellulaire dans ce temps-là. Là. Tu dis pas toc. Puis je suis dans l'auto de mon père qu'on a récupéré de Dorval. C'est comme ça que je vois... Je me promenais j'allais au cégep à Jonquière puis Roberval, entre ça. J'allais à l'école un peu, puis j'allais voir ma mère. Bon, je faisais ça aller-retour tout le temps. Et là, ben, il faut aller à l'appartement pour avoir des nouvelles, ce qui s'est passé. Imagine-toi, je conduis l'auto, j'avais de la misère à me concentrer, puis j'étais sûr qu'elle allait me dire que mon père était mort. Il interrompt la diffusion ou la présentation du film. Et je téléphone, c'est ma mère qui répond. Elle dit, ils l'ont trouvé. Ça, c'est pas juste la sinusite. Je comprends. Mais
je te disais qu'en MDR, on pleure beaucoup nos souvenirs. Je t'ai pas pleuré assez, celui-là. Parce qu'en principe, t'es pas supposé leur pleurer après. Mais, donc, imagine-toi la nouvelle, il est en vie. Parce que quand t'as dit ils l'ont retrouvé, là, tu sais pas encore. Non, mais elle me dit, ils l'ont retrouvé, puis il est en vie, puis il est chez mon oncle Albert. Mon oncle Albert, c'était une grande parenthèse à faire, mais mon oncle Albert, dans la famille, l'évêque, c'est la big star. T'sais, c'était l'intellectuel qui a fondé la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval. Il s'est battu contre Duplessis, il a fondé le Conseil des arts du Canada, il a formé tout ce que tu as eu de hauts fonctionnaires pendant la Révolution tranquille. Pendant un bout de temps, on l'appelait le père de la Révolution tranquille. D'un chum à René Lévesque, puis à Parisot. Tout ce monde-là, il l'appelait pour le consulter. Et donc, mais c'est avant toute chose un oncle, c'est le frère de mon grand-père. Donc, c'est l'oncle de mon père, dont on l'appelait mon oncle Albert, puis c'est son nom de laïque, mais son nom public, c'est Georges-Henri Lévesque. Et mon père était beaucoup plus proche de son oncle que de son père. Tu sais, son père était autoritaire, puis la vieille façon de concevoir les choses. Donc, c'est mon oncle Albert qui est allé chercher à New York. Ils l'ont retrouvé à New York. Parce qu'il avait utilisé sa carte de crédit. Aussitôt qu'ils ont utilisé sa carte de crédit, justement avec Guy Marcoux, là, de la police... Ils ont pu le localiser. Tout de suite, puis mon oncle a pris l'avion, puis il est arrivé à la porte de l'hôtel qu'il avait payé avec sa carte de crédit, puis il est arrivé face à face avec lui. Et donc, il l'a ramené. Il avait perdu 50-60 livres, je pense. Écoute, il était tout petit. Et il pleurait tout le temps. Donc, moi, j'étais parti avec ma mère. On était monté chez mon oncle Albert, qui restait à Pierrefonds. Puis on a passé 2 ou 3 jours avec lui. Et il nous a raconté, mais il y avait de la misère à raconter. Mais quand vous l'avez revu, c'était quoi? Comment ça s'est passé? Ah, c'était déchirant. On n'a pas pleuré. Il ne se passait pas grand-chose. Finalement, il s'est mis à parler un peu. Puis il nous a montré un dessin qu'il avait fait alors qu'il était à New York. Puis c'était nous autres, toutes... Et mon père était bon à dessin. C'était toute la famille, mes frères et sœurs, ma mère, tournés à l'envers. Tu sais, pas nos faces, mais nos derrières de tête. De dos. Vous étiez de dos. Ouais. Donc, pour lui, c'est comme s'il y avait... Tu sais, dans le fond, il a pété un gasket là, pendant 2 ou 3 jours, puis il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait, puis il s'est rendu compte qu'il n'était plus à la hauteur de l'image qu'il avait toujours eu de l'homme fort, puis là, il n'était plus. Et donc, ça a comme précipité davantage sa dépression du moment, c'est de se rendre compte que, hey, là, je viens de prendre une moyenne fouille de mon piédestal. Et donc, on a parlé beaucoup, on s'est dit qu'on s'aimait, et le lundi, rentrait à l'hôpital, et je me souviens que on l'embrasse, puis on dit, OK, lundi, tu rentres à l'hôpital, puis on se revoit dans quelques semaines. Et je suis avec ma mère, on se retourne, parce que moi, j'ai de l'école, je vais au cégep le lundi matin. Je vais mener ma mère à Roberval avant d'aller à Jonquière. Et on est rendu à Drummondville. Puis il m'a dit, hey, tout d'un coup, il repart. il avait pas l'air fort. Puis tout d'un coup, l'idée d'y prendre, de repartir. Puis là, elle se met à penser juste à ça. Hey, je serais pas capable de repasser. Il dit, tu sentirais-tu plus à l'aise qu'on rebrousse chemin, qu'on retourne là-bas, qu'on aille l'amener à l'hôpital? Elle dit oui. On a tourné à Drummondville, on remontait à Pierrefonds. Puis j'ai fait croire qu'on avait eu une crevaison, puis que, bon, il fallait qu'on revienne, là, parce qu'on était trop loin. Et le lendemain matin, on était allé l'amener à l'hôpital. On est rentré, on a signé les documents, il est parti, puis il était allé se faire soigner. Il y avait un psychiatre, il y avait tout, là. Et là, ma mère était soulagée, on a pu se retourner à Roberval. Après ça, il est retourné chez vous. Ouais, puis c'est là que... Puis ça m'a pris du temps avant de compter ça. Je voulais pas le compter, justement, parce que, tu sais, je voulais pas... Comment je te dirais? Je voulais pas briser l'image paternelle, là, parce que c'était mon père, c'est quand même l'homme que j'ai le plus aimé. Et, tu sais, raconter ça, c'est comme dire, bon, dans le fond, mon père, il a fait un gros flat dans la vie. Et je me mettais un petit peu dans sa peau, puis je me disais, mettons qu'il est en haut, puis qu'il m'écoute raconter ça. Je me disais, tabarnak, t'as là à dire ça. Puis je me suis mis à le raconter quand je me suis rendu compte que, ça fait pas longtemps, là, j'ai compté il y a 1 an et demi, là, puis et la première fois, c'est 1 an et demi, je sais pas où, puis aux enfants de la télé. Mais j'ai commencé à le raconter quand je me suis rendu compte, en vieillissant, que
moi, j'ai été, pendant cette parenthèse-là, j'ai été le parent de mes parents. C'est de 18 à 20 ans, là, à cause de ces tragédies-là, la mort de mon petit beau-frère, puis la maladie, puis mon père qui part. Mais il a été 2 ans d'arrêt de travail. Il s'est reconstruit. Il s'est refait une vie. Et il a fait du bénévolat dans 36 000 places à Roberval, des choses dont on n'était même pas informé. Quand il est décédé, il y a des gens qui disaient hey, « Nous autres, on est l'association des détenus du Lac-Saint-Jean. Hey, ton père a travaillé beaucoup, nous autres. » Ah ouais? On le savait pas, tu sais. Puis plein d'organismes comme... Il sait comme... Je pense que ça a dû être la reconnaissance de sa part, ou une façon de se réparer. Je ne sais pas pourquoi, mais il s'est vraiment investi dans le bénévolat, mais anonyme. T'sais, personne ne le savait. Et je me suis rendu compte que, en prenant mes distances là, de ce qui s'était passé, que, dans le fond, il était redevenu mon père. T'sais, après ça, ma mère a été de prendre un verre, lui avait refait sa vie. Ils sont devenus mes parents. Je leur demandais conseil comme un enfant aurait demandé conseil à ses enfants. Je leur parlais, je leur racontais mes affaires comme un enfant raconte à ses parents. J'attendais leur approbation implicite, là, comme n'importe quel enfant avec ses parents. Et donc, ça prenait une force de caractère de sa part de se refaire une vie dans une petite communauté où il y avait eu beaucoup de mamérage. Il y a plein de gens qui disaient qu'il était parti avec sa secrétaire, qu'il avait volé de l'argent. Puis, mais c'est aussi, il y a des avantages de rester dans une communauté où on se connaît. Puis il y a aussi un désavantage. Mais c'est comme si ton père avait pété un abcès, on dirait. Oui, exactement. Quelque chose, il est allé jusqu'au bout de ça pour émerger. Oui, puis redevenir un meilleur humain, je pense. Et inspirant pour les autres. Je te dis, quand il est décédé, on n'en revenait pas. On était presque une scène de cinéma. Parce que, alors moi, je connais, il faisait... Arrête de donc, ça n'arrêtait pas. Personne ne le savait. Ma mère ne le savait pas, mes sœurs non plus. C'est pour ça que tu acceptes d'en parler. Ouais, c'est que ça a été un passage obligé. Parce que ce que je veux dire, c'est qu'il y a moyen de se réparer, il y a moyen de faire une belle vie, même si on a vécu... faut se donner le droit. Oui, exactement. Parce que peut-être que s'il n'avait pas fait ça, exactement, il n'aurait pas fait le reste non plus. Voilà. Alors, une question hypothétique, est-ce que ça te tente de répondre à une question hypothétique? Ah oui. Ouais. Tu en piges une? Voilà, celle du milieu. Celle du milieu? Hein? OK. Celle du milieu. Tu meurs demain. Est-ce que tu pars en paix? Non. Non, parce que j'aimerais ça que mes enfants me connaissent. Parce que là, j'ai 66 ans, puis c'est l'âge que mon père avait quand il est décédé. Alors, pas, on y pense quand ça arrive. Tu sais, la journée que tu souffles tes 66 bougies, tu y penses. Mais non, non, parce que avant toute chose, j'ai l'impression, moi, mon premier mandat dans la vie, c'était à cause de ce dont on a parlé depuis tantôt, là, de l'importance de la famille, puis l'importance de la relation entre les générations. Quand je te dis que j'ai redéfini ma relation enfant-parent avec mes parents, ça a été bien important. J'aimerais ça être là pour que mes enfants aillent un peu plus loin qu'ils sont. Puis c'est pas moi qui va faire leur vie, là, mais juste pour les accompagner puis pour les encourager. À part de ça, professionnellement, moi, ma carrière est finie. Ce que je fais, c'est pour le fun. C'est du fun. C'est plus une question de vie ou de mort. C'est comme quand tu as 40 ans, il faut que je fasse ma place. Sinon, je suis obligé d'aller vendre des assurances. Alors que moi, ce que j'aime, ma priorité dans la vie, c'est faire de la radio ou de la télé. Mais être là pour mes enfants encore... non, j'aimerais ça être là encore pendant un bout de temps. Si je suis là encore assez longtemps, là, je pourrais dire, OK, c'est correct, j'étais là, mais je sais qu'elle pourrait vivre sans que je sois là. Mais je sais que pour elle, ce sera un plus, parce que pour moi, ça a été un plus. T'as encore quelque chose à apporter. Oui, c'est ça, exactement. C'est important. Puis les dernières années avec mes parents, ça a été des belles années, même si mon père est décédé jeune. Comme moi, j'ai eu mes enfants 10 ans plus tard que lui a eu les siens. Donc... j'ai eu ma plus vieille à 36, puis lui à 26. Donc, il faut que je vive 10 ans de plus que lui pour arriver à peu près au même écart. Puis j'avais 40 ans quand il est décédé, puis j'avais profité, puis il m'avait assez influencé, puis justement, il m'avait assez inspiré pour dire que je pouvais voler de mes propres ailes, même si c'était un grand départ très déchirant, là, à 40 ans.
perdre son père. Il avait 66. Mais donc, j'aimerais ça les accompagner jusque dans ces âges-là. Pas maintenant. Oui. Ce serait pas maintenant. Non. Est-ce que tu aurais une question pour moi? Ben, je te poserais la même question. Parce qu'elle est délicate. Elle est très délicate. Je sais, c'est les questions hypothétiques. Moi non plus, je serais pas prête, là. Non. Mettons, partir demain. Hey boy, tu sais, j'ai connu des gens là, qui ont eu l'aide médicale à mourir parce que c'est ça, mais en même temps, c'est pas demain. Tu sais, t'as le temps de préparer ça, mais j'aurais des choses à régler aussi. On dirait que il y aurait des gens avec qui je voudrais parler. Il y aurait... ça fait réfléchir parce que j'ai comme l'impression qu'on devrait toujours être capable de le faire. Oui. D'être capable d'être à jour. Mais on l'est pas, tu sais. Puis si on parlait à quelqu'un qui avait été, mettons, gravement malade, confronté à peut-être une mort et d'être capable de s'en sortir, ces gens-là sont souvent en paix. Ouais. Parce qu'ils l'ont vécu. Mais on dirait que c'est comme si j'attendais d'être sur le bord du précipice pour aller voir des gens, leur parler, régler des choses. As-tu fait un testament? Hey, mon testament, Denis, là, je l'ai fait il y a 26 ans à peu près. Ben, moi aussi, mais il est trop vieux, il faudrait que je le refasse. Ben là, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'avais un enfant. Puis là, j'en ai 3. Mon bébé a 21 ans. Puis tu vas être grand-maman. Puis je vais être grand-maman. Non, mais moi, là, l'exercice, puis c'est drôle, j'ai fait tellement d'émissions sur le testament en disant que c'est important de le faire. J'ai trouvé ça tellement difficile. Les questions qu'on nous pose. Tu sais, si tu meurs, c'est ton enfant. Tu sais, on dirait, mais là, c'est drôle que tu m'en parles là parce que justement, j'en parlais il y a à peine quelques heures avec d'autres, as-tu fait ton testament? Puis j'étais, OK, peut-être qu'il y a un signe là-dedans. Je pense que déjà ça apporte la paix. Ouais. Puis pas le tien, c'est quand la dernière fois que tu l'as fait? Ah, ça fait longtemps. J'avais pas les mêmes actifs pantoute, là, tu sais. Puis mes enfants sont beaucoup plus vieux. Mais c'est comme une affaire à régler, on dirait. Puis ça fait 2 ou 3 fois qu'on se le dit, nous autres. Il faudrait qu'on le fasse. Puis en plus de ça, on a une compagnie. Puis c'est des grandes affaires. Là. C'est un nid de chicane potentielle. Puis c'est ça que tu veux éviter quand tu fais... Moi, mon père était notaire. Mon grand-père était notaire. Je suis celui qui a coupé la lignée. La lignée. Et il disait que vu des chicanes sans nom pour des niaiseries, là, je me rappelle, il me racontait qu'une famille, tu sais, normale, pas riche, pas pauvre, mais l'aïeul, là, celui qui est décédé, il y avait une chaise berçante, rouge. Puis au lieu de la donner à son plus vieux, il l'a donné à quelqu'un du milieu ou son dernier. Il paraît que la chicane a été sans nom. Pour une chaise berçante. Ouais. Alors, il n'avait pas compensé. Tu sais, il aurait pu dire, je donne... Je ne sais pas ce qu'il y avait d'important ailleurs dans la famille, mais ça à un, puis ça à l'autre. Il faut vraiment que tu sois égal parce que moins tu es égal, plus il y a de la chicane. C'est sûr que tu me fais réfléchir. Pour partir en paix, d'abord, déjà de régler ça, de s'assurer que tu ne laisses pas une chicane, que tu aurais pu comme encadrer avant. Peut-être que ça aiderait à être en paix. Je suis sûr. On se dit-tu qu'on va aller faire nos testaments? OK. La prochaine fois qu'on se parle, il faut que tu aies fait le tien et j'ai fait le mien. OK. On se dit ça. C'est un deal pour vrai. Ça va me forcer à le faire parce que ça me fatigue. Ah oui? Puis... J'y pense souvent puis je me dis, hey, je suis pas à jour, puis je le prends pas le rendez-vous. Oui. Puis on est tous de même. Mais parce que c'est notre mort qu'on prépare. Ben c'est ça, mais regarde, quand on fait ça. Il y a 26 ans, là, tu l'as préparé, ta mort, puis t'es pas morte. Ben, je suis pas morte, je le sais, t'as raison. Non, mais c'est juste qu'il y a 26 ans, les conditions ont changé, il faudrait que t'en fasses un autre. J'ai été assez troublée de faire cet exercice-là. Je pense que c'est ça. Ça m'a mis dans un... C'est quasiment comme si on était tous morts en allant là. On n'aime pas ça. J'y ai quasiment cru qu'on était morts, tu sais, jusqu'à temps qu'on prenne une bouffée d'air. Mais on le fait, OK? Fait que si on se revoit, il faudra l'avoir. It's a deal. Fait que ça se peut qu'on se voit plus tôt que prévu. Fait que, tu sais, tout d'un coup, on peut se croiser dans les cantons de l'Est ou peu importe où. On l'aura fait. La dernière question, pour être sûr qu'on termine toujours sur une note positive. Où te vois-tu dans 10 ans? Tu vois, là, tu pars pas tout de suite. Tu vois, je t'ai dit, si tu meurs demain, là, je te projette dans 10 ans. Donc, à 76 ans. Moi, j'aimerais ça dans ma maison, là, qu'on a achetée en Estrie, puis avec des petits-enfants. Puis nos enfants qui viennent, on a fait aménager une piscine, là, avec mes jeunes... Moi, mes parents avaient une piscine, j'ai eu une piscine, puis j'en ai fait faire une là. C'est pour moi le symbole de... Ma mère, tu
sais, on parlait de dysfonction tantôt, mais elle n'était pas dysfonctionnelle quand c'était le temps de recevoir des amis. T'sais. On pouvait avoir 15-20 amis du quartier qui venaient se baigner en même temps. On était 4 enfants, on invitait chacun 4-5 amis. Elle faisait des sandwichs au Harry Potter à tout le monde. Elle avait des chips, des Joe Louis pour tout le monde. Elle était recevante. Puis je me vois dans notre belle grande maison avec bien du monde heureux d'être là. Ça, j'aimerais ça. Pour le reste, là, c'est sûr que je vais avoir fini de travailler. Le trip que je fais, là, c'est 1 an ou 2 ou 3, je sais pas. Mais je vais me retirer tranquillement, pas vite. Là. Tu sais, là, on s'est pris quelques associés. J'ai mon podcast, mais on en a lancé un de sport, on en a lancé un de croissance personnelle, un autre éventuellement en économie, de faire le même. Puis, j'aimerais ça laisser ça à ce monde-là pour qu'il y ait un canal de podcast pour les jeunes qui n'aient pas nécessairement à aller quémander leur job aux grandes entreprises comme moi, j'ai été obligé de le faire quand j'étais jeune. T'sais, tu voulais travailler à la radio, il fallait que tu sois fin avec le gars qui avait été propriétaire du poste de radio. Tu n'avais pas de micro. Et donc, de laisser ça à des jeunes qui pourront en profiter... si ma notoriété sert à ça, ça va être super le fun. Puis je les regarderai aller, ces plus jeunes-là, faire des podcasts. J'irai les saluer de temps en temps, mais surtout, ça va être ma famille. C'est ça qui est le plus important. Mais tout le long, on est beaucoup revenu à ta famille. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Incroyable. Pour moi, c'est le nerf de ma vie, c'est ça. Merci, Denis Lévesque. Ça m'a fait grandement plaisir. Un grand, grand plaisir de t'avoir devant moi aujourd'hui. Ailleurs que dans une autre chaîne de télé où on travaille ensemble. Bien ailleurs. Alors, un gros merde pour ton podcast qui s'appelle Denis Lévesque, le show. Et puis, tu sais, c'est compliqué. Je vais faire un message parce qu'ils ont changé les algorithmes. On a parlé de ça tantôt. Ouais. Puis j'ai presque pas d'amis Facebook. J'en ai juste 13 000. J'ai vu que tu en avais 127 000. Tu veux avoir des amis Facebook? Alors, les amis de Facebook de Marie-Claude, là, venez, faites une demande d'amitié chez nous parce qu'ils ont changé la façon de procéder. Quand on a commencé ça, moi, ils sont tous restés à TVA. Puis, d'imbécile, j'avais fait ça, Denis Lévesque, l'émission. Puis donc, fait quand t'as quitté, t'as plus rien. Ben c'est ça. Moi non plus, je partais c'est avec rien. compliqué de se refaire une affaire. Mais là, c'est Denis Lévesque, ton Facebook professionnel? Oui, venez sur mon Facebook. Bon. Comme ça, je vous tiendrai informé. Je pense qu'on va mettre même le lien sur mon Facebook avec ton épisode. Ben oui, mais il faut s'entraider. Oui, puis c'est ça, cette communauté-là. Tu sais, je vais en faire quelques autres. Parce que je trouve ça le fun. On est comme en train de créer quelque chose de nouveau. C'est une naissance. On ne sait pas trop ce que ça va donner. C'est une communauté. Oui, exactement. Ceux qui animent des balados, des podcasts, on est une communauté. Puis on aime ça, aller faire un tour dans les podcasts les uns des autres. Puis de voir qu'on essaye tous des affaires. Puis tu sais, avant d'entrer, j'allais dire en ondes, avant d'être en ligne, avant d'enregistrer, on se donnait quelques trucs. Là. Toi, tu as été plus avancé que moi. Tu me racontais quelques petites affaires là, que j'allume. Là. Je parlais de ça à ma gang en venant. Là. Ben écoute, il faut qu'on s'entraide parce que je trouve que c'est pour les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent. Ils ont le choix. Il y a de la liberté, on peut les regarder, les écouter quand on veut, on apporte du contenu, on s'adresse à l'intelligence des gens. Donc, il faut s'entraider, parce que je trouve que aussi, tu sais, on se perd dans la francophonie, là. Oui, absolument. Parce que là, il n'y a plus de frontières non plus. Exact. Nous autres, on est en train de travailler, faire un podcast en anglais. Il va en avoir OK, fait que toi, tu vas parce qu'il n'y a plus de frontières. C'est pas moi qui va le faire, là. Mais c'est ça, le terrain de jeu, c'est la planète. Exactement. Donc, je trouve que nous, au Québec, on en sorte fort et qu'on dépasse nos frontières. Mais pour ça, il faut être généreux les uns envers les autres puis devenir plus forts. Ouais. Puis de toute façon, je pense que à toutes les fois que j'ai donné au suivant, moi, dans la vie, là, n'importe quoi d'autre, ça a toujours été payant. Ben oui. Quand t'aides d'autres personnes, c'est pas eux autres qui vont t'aider, mais c'est... Ah non, c'est la communauté. Exactement. Fait que c'est comme une famille. Et voilà. T'aimes ça, ce mot-là? La famille. La familia. Alors, merci. Puis, tu sais, moi, il y a la familia qui nous a regardés, puis j'ai vraiment l'impression, tu sais, ceux et celles qui suivent le podcast de semaine en semaine, que je commence quasiment à les connaître, parce que c'est beaucoup les mêmes qui vont faire des commentaires. Et c'est vraiment agréable de faire partie de cette communauté-là. Alors, merci, Denis. Puis merci à la familia qui nous regarde. Au prochain podcast. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca.